Suite à l'affaire de Casagate, dans le cadre de notre interview d'aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 personnes, dont une ministre, un procureur de roi et une professeure d'université qui enseigne le droit. Et ils tenteront de nous en expliquer un petit peu plus sur la transaction pénale. Récemment, 2 nouvelles procédures sont entrées dans le code d'instruction criminelle, la loi Pot-Pourri 2, mais également l'élargissement de la transaction pénale. Alors, permettant une réduction de peine, ces 2 procédures sont vivement critiquées dans les sources doctrinales. Cette réaction, nous allons nous intéresser à ces 2 procédures et nous porterons un regard critique, notamment face au regard d'un procès équitable et également essayer de rendre la compréhension de la loi Pot-Pourri 2 et de la transaction pénale accessible à tous. Nous ferons également en sorte de l'expliquer à travers le temps au moyen de lois, de commentaires et de décisions la concernant. En agrémentation de nos explications, nous allons également l'illustrer avec des exemples, dont l'affaire du Casagate, afin de maximiser la clarté et la compréhensibilité pour les lecteurs. Nous avons aussi intégré des annexes de décisions de jurisprudence ainsi que de doctrine afin de rendre le travail beaucoup plus illustratif. La loi Pot-Pourri 2, publiée le 19 février 2016, permet de modifier le droit ainsi que la procédure pénale et porte diverses dispositions en matière de justice. Donc on y voit une rapidité mais également une efficacité dans la procédure pénale, notamment parce qu'on a modifié la correctionnalisation des crimes, des sursis. On a également modifié le système électronique de surveillance et de probation, ainsi que l'organisation judiciaire et les acteurs dans le domaine de la sécurité. Tout d'abord, rappelons ce qu'est une transaction pénale. Elle considère que lors d'un délit ou d'une contravention, l'auteur des faits, au lieu de purger sa peine, pourrait payer une certaine somme d'argent proposée par le procureur de roi. Elle y fait son apparition en 1935 avec un arrêté des pouvoirs spéciaux qui donne naissance au régime de la transaction pénale dans le code d'instruction criminelle. Elle est sujette à de nombreuses discussions. Cependant, notre transaction pénale ne se fait pas d'un claquement de doigts. En effet, il faut d'abord que la potentielle peine d'emprisonnement ne soit pas supérieure à 2 ans. De plus, il ne faut en aucun cas que les actes commis aient porté atteinte à une personne physique, sans quoi la transaction pénale n'est pas envisageable du tout. Enfin, les éventuels dommages et intérêts devront bien évidemment être réglés en faveur de la victime. La transaction pénale a été élargie par un projet de loi modifiant l'article 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle. A été publié également le 1er avril 2011. L'élargissement de la transaction pénale permet de modifier 2 paragraphes de l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle. On voit notamment que désormais l'auteur des faits peut verser une somme d'argent au service public fédéral finance et il peut également avoir l'extinction de l'action publique si l'auteur des faits a accepté et observé la transaction pénale et s'il a dédommagé la victime ainsi que l'administration de la finance ou sociale. En quelques mots et par souci de précision, nous pouvons évoquer la réforme de 2011 qui permet notamment à un juge d'instruction de procéder à une transaction pénale du moment que l'affaire est portée devant un tribunal ou devant une cour d'appel. Pourtant, il existe des exceptions, comme en droit fiscal, où on sépare complètement l'aveu des faits et le processus de la transaction pénale. On voit plutôt la transaction pénale comme une extinction de l'action publique. Lorsque le suspect donne son assentiment à la transaction pénale et que la victime a été indemnisée, le juge est compétent pour pouvoir mettre en place la transaction pénale. Comme nous l'avons dit précédemment, depuis 2011, de nombreux changements sont apparus sur la transaction pénale. Lors d'un examen de ces changements, l'auteur de celui-ci a remarqué que la plupart du temps, la transaction pénale devrait être accompagnée de l'aveu des faits. Pourtant, il y a énormément d'exceptions, comme par exemple en droit fiscal, où on voit plutôt la transaction comme une extinction de l'action publique. Elle mentionne également qu'une personne ne peut pas avoir été déclarée coupable tant qu'elle n'a pas été jugée par une juridiction compétente et en ayant eu un procès équitable. Par ailleurs, il est probable que la transaction pénale n'ait pas lieu, notamment si la personne à qui on a proposé cette transaction refuse de suivre cette procédure ou si cette personne ne paye pas le montant. La convocation de l'auteur des faits pour une médiation pénale par le ministère public ne peut se faire seulement lorsqu'une action publique est déjà engagée. Ma compatriote Véronique Wisterhuis pense plutôt comme le législateur du travail parlementaire que j'ai dit précédemment et pense plutôt que l'aveu des faits devrait toujours être accompagné de la transaction pénale. Pourtant, il n'est pas question d'associer la déclaration des faits
et la suppression de la culpabilité. Nous allons à présent aborder un aspect un petit peu plus noir de la transaction pénale, c'est l'injustice financière qu'elle peut susciter. En effet, il est facile de dire que les plus riches pourront s'en sortir un petit peu mieux que les plus pauvres, dans le sens où s'ils ont plus d'argent, ils pourront plus facilement procéder à une transaction pénale et pourront sans mal effacer l'affaire de leur casier judiciaire, alors que les plus pauvres auront tendance à aller directement au procès, qui est normalement moins coûteux que la transaction pénale. La transaction pénale est envisageable seulement si la peine d'emprisonnement ne dépasse pas 2 ans. Dans ce cas, il est important de mettre en rigueur ceci. La prononciation d'une amende seule, d'une amende et de la confiscation, d'un emprisonnement de moins de 2 ans et d'une amende ou de la confiscation ou d'un emprisonnement correctionnel seul de 2 ans maximum. En prenant en compte ceci, le parquet d'instance et le procureur général peuvent prendre des décisions qui sont divergentes et également avoir des avis différents sur le sujet. C'est pour ça qu'il est possible de pouvoir mettre une peine d'emprisonnement qui dépasse 2 ans. Enfin, rappelons 2 petites choses. La première, au final, c'est quand même le ministère public qui a le dernier mot. Donc, c'est lui qui décidera de si la transaction pénale se fait ou non. Voilà, il est important de retenir que c'est lui qui rendra la décision finale. Et la deuxième chose, il faut aussi quand même bien se dire que si la transaction pénale ne va pas jusqu'au bout et échoue, le coupable, au final, ne sera pas vraiment désavantagé dans le sens où les clauses du contrat prévues initialement entre les parties resteront inchangées et seront valables pour toute la durée de la procédure. Est-ce une bonne chose ou non? Ce n'est pas la question ici. Il vous est reproché, M. Chodil, Matchkovic et Ibrahimov, des faits d'usage de faux et de blanchiment d'argent, c'est-à-dire l'usage d'une transaction pénale illégale. Elle a formé une association de malfaiteurs dans laquelle l'État belge était impliqué puisqu'elle a boycotté le processus législatif en détournant en votre faveur 20 millions d'euros. Dans le cadre de l'affaire du Kazakh, la 5e section de la Cour européenne des droits de l'homme a pris en charge l'affaire suivante: Bezekov et autres contre Ukraine. Elle a débuté à Strasbourg le 18 février 2010 et s'est terminée le 18 mai 2010. L'arrêt rendu par la Cour pourrait connaître une révision éditoriale malgré le fait qu'elle soit fixée en vertu de l'article 44 alinéa 2 de la Convention. La Chambre a décidé à huis clos le 26 janvier 2010 et a pu rendre son arrêt. La décision de la Cour à l'unanimité a été: premièrement, déclarer recevable les biens visés aux articles 3, 6 et 13 de la Convention et irrecevable le reste de la commune. Deuxièmement, conclure que l'extradition des demandes vers le Kazakhstan serait contrainte à l'article 3 de la Convention. Troisièmement, conclut qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la liste d'extraction des demandeurs vers le Kazakhstan serait contraint à l'article 6 de la Convention. Dernièrement, juge qu'il y a une violation de l'article 13 de la Convention. Vladimir Poutine Moscova. Enfin, Monsieur le Président, je vous en supplie, ce sont de pauvres droits étrangers dans notre pays. Ils veulent simplement mener leur petite vie tranquille, je vous en supplie, c'est inadmissible, enfin. On a abordé d'abord la loi Popouri 2 ainsi que l'élargissement de la transaction pénale et au fur et à mesure nous avons forgé un avis sur le sujet. Nous avons constaté qu'elle est sujette à de nombreuses discussions dans le domaine du droit. Le problème de la justice n'est-il pas une balance? La justice doit être égale pour tous et toutes. Et nous pensons que la justice et l'argent sont 2 choses qui doivent être complètement séparées, comme par exemple la religion et l'État. De plus, dans un aspect moral, est-il juste de pouvoir éviter une peine en payant une certaine somme d'argent? Et c'est là qu'est le réel dilemme. En effet, il est évident que la plupart du temps, esquiver une peine n'est pas très correct. Mais dans certains cas où la justice pourrait être un peu tangible, car oui, elle pourrait très bien commettre une erreur, là, effectivement, la transaction pénale serait une solution. Cependant, si la transaction pénale pourrait effectivement être utilisée à bon escient, elle pourrait parfois aussi être solution à des injustices. Alors, nous avons pensé que la transaction pénale n'est pas vraiment un aspect qui a sa place dans un système judiciaire. Cela nous amène finalement à cette question: existe-t-il réellement une justice équitable pour chacun ?